Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et c'est drôle de maths. Ce soir c'est plus en mode jeu parce que c'est les vacances et qu'on avait envie de s'amuser, mais s'amuser en faisant des maths. Donc c'est ce qu'on va faire. La semaine dernière on a fait un premier quiz, une première partie de quiz sur certains thèmes et on va le continuer ensemble ce soir et on partage le lien du quiz. Donc l'idée c'est de copier ce lien dans votre navigateur. Allez, 3, 2, 1. La première question, c'est pour rigoler, mais on y joue quand même. Hein. Ah, on a quand même drôle de maîtresse, donc il y en a qui sont vraiment nouveaux. Donc, D2M, c'est drôle de maths, pas drôle de maman, pas drôle de meuf, pas drôle de maîtresse, mais vraiment drôle de maths. Voilà, c'était la petite mise en bouche. Et maintenant, on va vraiment partir sur des questions de maths. On va pouvoir lancer la question numéro 2. Allez, Maïtena. Alors, si YE au carré égale YS au carré moins ES au carré, qu'est-ce que tu me proposes? Mais du coup, moi, je suis partie du principe que YE, c'est l'hypoténuse, non? Alors, est-ce qu'on pourrait pas réorganiser un petit peu ça quand même? Qu'est-ce qu'il dit Pythagore? Que la racine carrée, bah, Ah, les deux carrés ensemble, après avec la racine carrée, ça... il n'y a pas de racine carrée. Pythagore, il dit quoi? Il dit que si un triangle est rectangle, si Oui, un triangle ABC est rectangle, on va dire en A. oui. En A. Je vais te faire un dessin. Triangle ABC, Mhm. rectangle en A. Alors, Oui. donc déjà, l'hypoténuse est où? C'est BC, l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est la longueur la plus grande, c'est BC. Mhm. Alors, on a BC au carré, qui est égal à quoi? CA carré plus AB carré. Exactement, plus AB carré. La grande longueur, c'est-à-dire l'hypoténuse au carré, égale à la somme des carrés des deux autres. Là, malheureusement, on a un moins. Donc, ce que je te Ah oui, propose, c'est potentiellement de le passer de l'autre côté. oui, tout à fait. Donc, Donc, ça va donner quoi? mais du coup, on peut écrire que IS carré est égal à Ah I oui, pas carré. mal. Ok, Non, YS au carré égale. comme ça, on avait Ouais, on le l'équivalent. laisse là et ces deux-là, on les passe ensemble. Donc, YS au carré va être égal à quoi? À YE carré plus ES carré. Très bien. Or, ça, c'est tout à fait Pythagore. Si on a C'est ça. YS au carré qui est égal à YE au carré plus ES au carré, alors forcément, d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'il est rectangle en E. Qu'il est rectangle en E. Et d'ailleurs, c'est pas le théorème, c'est quoi ça? La réciproque, C'est la réciproque. Et comment savoir en quoi on est rectangle? C'est la lettre qui se répète ici, c'est le E. Donc la réponse, c'était YES est rectangle en E. C'était donc la deuxième réponse. Allez, on lance la question numéro 3. C'est parti. Ça va, Claire? Oui, et toi? Très bien. Alors, dans quel cas, Claire, utilise-t-on la contraposée du théorème de Thalès? Alors, j'ai dit que c'était pour montrer que deux droites n'étaient pas parallèles. Et c'est très bien. Alors, très bonne réponse de Claire. En effet, la contraposée du théorème de Thalès nous permet de montrer que deux droites ne sont pas parallèles. Pour montrer que deux droites sont parallèles, Claire, qu'est-ce qu'on utilise? La réciproque, La réciproque. Et quand est-ce qu'on utilise le théorème de Thalès? quand on cherche une longueur. Exactement. Et que deux droites sont parallèles. Voilà, évidemment. Donc, lorsqu'on est dans un cas où on a deux droites parallèles dans un exercice et qu'on cherche à calculer une longueur, dans ces cas-là, ça sera le théorème de Thalès. Lorsqu'on cherche à montrer que deux droites sont parallèles, dans ces cas-là, ça sera la réciproque. Et lorsqu'on veut montrer que deux droites ne sont pas parallèles, alors dans ce cas-là, c'est la contraposée du théorème de Thalès. C'était donc la réponse D. Et pour montrer qu'un triangle est rectangle, Claire, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on utilisera? Pythagore. On utilisera le théorème ou la réciproque?
La réciproque. La réciproque. C'est un sans faute pour Claire. Bravo. Bravo. C'était Merci sage, beaucoup. ça. Merci Claire. Alors, Saadia qui me dit la contraposée et la réciproque, ce n'est pas la même chose. Et non, ça n'est pas la même chose. La réciproque te permet, quand tu fais tes calculs de rapport, si tu trouves la même chose, dans ces cas-là, c'est la réciproque et ça permet de montrer que c'est parallèle. Alors que si tu ne trouves pas la même chose, dans ces cas-là, tu diras qu'on utilise la contraposée et on montre que ça n'est pas parallèle. C'est subtil, mais on ne peut pas dire que c'est pareil. Voilà. Et la réciproque du théorème de Pythagore, me demande Claire, une autre Claire, sert à prouver qu'un triangle est rectangle, tout à fait. Et la contraposée te permet de montrer qu'un triangle n'est pas rectangle. Tout à fait, c'est le théorème de Pythagore et pas de Thalès, Claire. On envoie la question suivante. Tout le monde est prêt? Tout le monde est bien échauffé? Et on y va. Alors, Loïs, sur une échelle de 1 sur 10 000, deux villes sont séparées par 12,5 cm. Et la question, c'est quelle est leur distance réelle? Comment on fait? Alors, du coup, j'ai fait 12,5 fois 10 000. 12,5, effectivement, fois 10 000, parce qu'une échelle 1 sur 10 000, ça veut dire que 1 cm sur la carte donne 10 000 cm dans la réalité. On multiplie par 10 000. Donc, ça nous donne quoi, ça? Ça fait 125 000. 125 000 quoi? Pommes? Centimètres. Centimètres. Alors, 125 000 centimètres, c'est la réponse. Est-ce qu'elle y est? Non. Elle n'y est pas. Donc, il va falloir qu'on utilise un petit tableau de conversion, non? Oui. Ok. Comment on fait? Alors, du coup, le 0 au centimètre. Le 0 qui est là, on le met au centimètre. Et on part en arrière. Donc, ça fait 0, 0, 0. Tu me dis si je me trompe, hein. Et 125 qu'on positionne ici. Ok. Et maintenant, c'est un jeu d'enfant. Est-ce que ça fait 12 500 cm? Non. Bien sûr que non, puisque ça fait 125 000 cm. Donc ça saute. Est-ce que ça fait 12,5 km? Non. Non. Est-ce que ça fait 1,25 km? Oui. Ça a l'air bon, ça. Hein, on regarde quand même la dernière. Est-ce que ça fait 125 mètres? Non. Ça fait combien de mètres? 1250. 1250 mètres. Donc, la bonne réponse était la réponse C. Ça fait 1,25 km. Alors, échelle, quand on vous pose la question des échelles, 1 sur 1000, 1 sur 10 000, 1 sur 100 000, ça veut dire que pour passer de la carte à la réalité, il faut multiplier. Imaginez que vous êtes dans votre voiture en train de lire une carte et que vous voyez que vous êtes entre Paris et Versailles, vous avez 10 cm sur la carte. D'accord? Si on vous dit qu'elle est à l'échelle 1 sur 10 000, ça veut dire que ce 10 cm sur votre carte, il faut le multiplier par 10 000 pour avoir la longueur en réalité. D'accord? C'est ce 10 000 là. Et inversement, si jamais je vous dis elles sont espacées de 30 bornes, 30 km dans la réalité, combien ça fait sur la carte? Eh bien, dans ce cas-là, vous diviserez par 10 000. Donc, pour passer de la carte à la réalité, on multiplie. Et pour passer de la réalité à la carte, on divise par le nombre qui est écrit sur l'échelle. Ok? Ça, c'est des questions qui reviennent assez souvent. On va passer à la question suivante. C'est parti. Chloé qui voulait passer pour la question de la vitesse. Chloé, t'es là? Oui, bonsoir. Comment ça va, Chloé? Ça va, merci. Bon. Alors, on a une voiture qui roule à vitesse constante et qui parcourt 105 km en 1 heure et 15 minutes. 1 heure et 15 minutes. La question est, combien de temps pour parcourir 189 km? Je t'écoute, Chloé. Alors, moi, j'ai commencé par convertir 1h15 minutes en minutes. C'est une bonne idée, Donc, ça. dans 1h15. C'est une bonne idée, ça évite les fautes bêtes, je pense. D'accord? Donc, 1 heure et 15 minutes, ça nous donne combien de minutes en tout? 75. Bah oui, 1 heure, c'est 60 minutes. On rajoute 15 minutes, ça fait donc 75 minutes. Donc, tu as tout fait sur des minutes, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une bonne idée. Donc, la voiture, elle fait 105 km en combien de temps? En 75 minutes. En 75 minutes. Et la question est,
combien de temps pour parcourir 189 km? Est-ce que j'ai bien représenté la situation, Chloé? Oui, et là, c'est là que j'ai fait mon produit en croix. Et là, on va faire le péché mignon de tous les élèves du CRPE. En tout cas, je pense que je ne me trompe pas, vous adorez les produits en croix. Donc, le petit produit en croix, on va donc faire, je t'écoute Chloé. Donc, 75 fois 189. 75 fois 189. Ce qui me fait 14 175 divisé par 105. Et le résultat nous donne quoi? 135. 135 quoi du coup? Eh ben, minutes. 135 minutes. Alors attends, maintenant qu'on a le résultat en minutes, il faut qu'on trouve laquelle est la bonne. Dans 135 minutes, combien de fois il y a 60 minutes? 2 fois. 2 fois 60 minutes. Vous avez 60 minutes plus 60 minutes, ça fait déjà 120. Plus, combien il reste? Plus 15. Plus 15. Là, ça fait 1 heure. Là, ça fait 1 heure. Et il nous reste donc 15 minutes. Donc en tout, ça fait quoi? 2h15. 2 heures et 15 minutes. Et là, il ne fallait pas tomber dans le piège de la dernière, 2,15. D'accord? Donc, 2 heures et 15 minutes, ça fait bien 2 heures et quart. Et c'était donc la première réponse. Évidemment, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Toujours ma petite phrase magique que vous devez tous connaître, je l'espère. On est fiers et on encadre. J'ai d'ailleurs encadré mon résultat, vous voyez, j'ai le réflexe. Très bien. C'est parti pour la prochaine question. Bon courage. Charlotte, tu vas activer ton micro? Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, trop facile, Charlotte? Du coup, j'ai pas la bonne réponse, donc Ah. non. Mais je viens Alors, de on le voir fait ça. ensemble. Un train met 3 heures pour relier Paris à Marseille et la distance entre Paris et Marseille est de 775 km. Alors, j'ai appliqué la formule de la vitesse, donc distance sur temps. Ok, tout le monde connaît cette formule, hein? Vitesse égale distance sur temps. Formule ultra connue et ultra importante de votre concours. Là, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est une vitesse. Donc, c'est exactement celle-là. La distance qu'on a, c'est quoi? 775 sur 3, du coup. Et le temps en heures, puisqu'on veut des kilomètres heure. Donc, c'est vrai que c'était assez facile. On trouvait quoi si on tapait ça à la calculatrice? Alors, 258,333, etc. 333, etc. Alors, si on nous demande d'arrondir à l'unité, ça fait quoi? Du coup, ça fait 258. Exactement. Dès que, regardez, à l'unité, ça veut dire 100 virgule. Si le chiffre juste après est 0, 1, 2, 3 ou 4, vous ne bougez pas. Si c'est 5, 6, 7, 8, 9, on monte d'un cran. Ok? Oui. D'accord? Donc là, il fallait arrondir à l'unité, donc c'était 158, 258 tout court. Si j'arrondis au dixième, dixième c'est un chiffre après la virgule, c'était donc 258,3. Au centième, c'était 258,33. Et ça, c'était carrément une mauvaise réponse. D'accord? J'ai une question de Marine qui me dit quand on a un 5, on passe à l'unité suivante. Tout à fait, Marine. Et c'est une question que j'ai souvent, que ce soit en CRPE ou en collège et même en lycée. D'accord? Le 5, vous n'avez pas idée du nombre d'élèves qui me disent quand on a 5, on fait ce qu'on veut. Alors non. En maths, on ne fait pas ce qu'on veut. D'accord? Donc quand on a 5, on monte d'un cran. 0, 1, 2, 3, 4, on ne bouge pas. 5, 6, 7, 8, 9, on monte d'un cran. Ok? Très important. Donc retenez-le et si vous avez du mal, il faudra faire des exercices d'arrondi de votre côté. C'est important. Angélique qui me dit quelle est la différence entre arrondi et troncature. C'est une bonne question, Angélique. Donc regardez, si je vous dis 2,675, voilà, imaginons ça. Si je vous dis de faire une troncature au centième, une troncature, c'est on coupe. Donc une troncature, ça ferait quoi? Eh bien, ça ferait 2,67. Ça, c'est une troncature. Un arrondi au centième. Alors dans ce cas-là, il faut absolument regarder le chiffre d'après. Là, vous enlevez la main, le fameux sifflement. Et si vous avez 0, 1, 2, 3, 4, on ne bouge pas. 5, 6, 7, 8, 9, on monte d'un cran. Donc, troncature au centième,
au centième me donnerait 2,67, alors qu'un arrondi au centième me donnerait 2,68. C'est clair, Angélique? Troncature, tu coupes. Moi, je pense toujours à tronçonneuse. D'accord? Bizarre, hein? Tronçonneuse. Monsieur Robot, il me dit j'ai peur, je me cache. Et donc, arrondi, on regarde le chiffre d'après. D'accord? On passe à la question suivante. Alors, la distance entre la Lune et la Terre est de 385 000 km, Cindy. Et la fusée Apollo est à une vitesse de 35 000 km/h. La question est, quel est le temps? Quel temps faut-il pour atteindre la Lune? Je t'écoute. Alors, moi, j'ai repris la formule de la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc, toujours la même formule, hein? Vitesse égale distance sur le temps, sauf que là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche Le temps. On cherche un temps. Donc, du coup, comment libérer le T de cette formule? Donc, moi, j'ai mis un 1 sur le V. Ouais. En dessous du V, j'ai fait produit en croix. Ok, donc, regarde, je passe le T avec le V, ça fait T fois V égale D. Et comme ça, je peux mettre voilà. T égale quoi, du coup? D sur V. Voilà, très bien. Comme ça, j'ai ma petite formule devant les yeux. Comme on cherche un temps, c'est quoi la distance là? La distance, c'est 35 000. Non, ça c'est la vitesse. Non, pardon. 385 000. Voilà, 385 000, c'est la distance entre la Lune et la Terre. La vitesse, c'est 35 000 km/h. Et j'ai été gentille, je vous ai tout mis en kilomètres. J'aurais pu mettre un gros piège à mettre des mètres, ici à mettre des mètres par seconde. J'ai été cool sur celle-là, hein. Il en faut bien quand même des petites gentilles de temps en temps. Donc, si on tape ça, ça fait quoi? Ça fait 11 heures. Ça fait 11. Et 11 quoi, effectivement? Vu qu'on est en kilomètres heure, on respecte les unités de l'énoncé, c'est des heures. Ça fait 11 heures. Donc, la réponse était la B. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est supersonique, Apollo, parce que si en 11 secondes, on était capable d'arriver sur la Lune, alors moi, mon rêve d'aller faire une petite pause sur la Lune, juste 1 heure comme ça, et on se fait un petit selfie sur la Lune, ça peut être sympa. Prochain cours sur la Lune en 11 secondes, c'est parti. Allez, on envoie la prochaine question. Et je vois... Alexandra, ça va? Oui, ça va très bien. Merci et toi? Bah, très bien, très en forme pour ce dernier live de 2020. On va enfin passer en 2021, je pense que c'est la bonne nouvelle. Alors, on a une urne. Alors, certains connaissent mes talents de dessinatrice et voilà, ça se limite à peu près à ça, c'est mon maximum. Donc, on a une urne dans laquelle on a 3 boules noires, une boule rouge et 4 boules vertes. Ok? On va procéder à 2 tirages successifs en remettant la première boule. C'est important ça. En remettant la première boule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une boule, on regarde sa couleur, on remet la boule dans l'urne, on prend une deuxième boule et on regarde sa couleur. Ok? Comment on peut représenter ce genre de situation? À l'aide de quoi, Alexandra? À l'aide de quoi? Un arbre. Un arbre, exactement. Quand vous avez des tirages successifs, l'idéal, c'est d'utiliser un arbre. Alors, regardez ce qu'on va faire comme arbre. On va faire un arbre avec les 3 couleurs. Surtout pas les 8 boules, hein, ça serait horrible, mais juste les 3 couleurs. Donc, on a soit noir, soit vert et soit rouge. C'est ça? Je me trompe pas? Oui. Ok. Et ensuite, noir, vert, rouge, noir, vert, rouge, noir, vert et rouge. Ok? Donc, en fait, ça, c'est un vrai exercice complet. Hein. C'est pour ça que je vous ai laissé le temps. Alors, au démarrage, c'est quoi la probabilité de tomber sur une boule noire, Alexandra? 3 sur 8. Ok, 3 sur 8. Attends, j'ai une question, Alexandra. Qu'est-ce que je peux éliminer d'office dans les réponses, là? Le 8, Pourquoi? parce qu'une probabilité, c'est inférieur à 1. Exactement. Une probabilité n'est jamais supérieure à 1 et jamais
Jamais non plus inférieur à 0. Si vous trouvez une probabilité négative, vous vous êtes planté. Si vous trouvez une probabilité qui vaut 2, vous vous êtes planté. Vous m'enlevez ça tout de suite. Ok? C'est hyper important. On continue. Donc celle-là, je la dégage d'office. 3 sur 8. Vert. Quelle est la probabilité de tomber sur une verte? 4/8. 4/8. On va même laisser ça comme ça. Et quelle est la probabilité de tomber sur une rouge? 1/8, pardon. Voilà. Mais ce qui est fou dans cet exercice, c'est que la boule, on la prend et on la remet. Donc qu'est-ce qui se passe quand on retire? Eh ben, les probabilités sont exactement les mêmes. Je me trompe pas, hein? Non, c'est ça. Donc 3/8, 4/8 et 1/8. 3/8, 4/8 et 1/8. Et enfin, 3/8, 4/8 et 1/8. Je fais exprès de laisser 4/8. Je sais que je pourrais mettre un demi, hein, mais je fais exprès pour que vous compreniez bien d'où ça vient. Alors maintenant, la probabilité, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on nous demandait, nous? La probabilité de 2 boules vertes. Donc, boule verte en premier tirage. Là, je vais mettre des petits 1 pour dire premier tirage. Et boule verte en deuxième tirage. Ce qui pourrait s'écrire V1 inter V2. V2 inter V2. V1 inter V2. Et donc, c'est quoi le calcul à effectuer? Donc, 4/8 fois 4/8. 4/8 fois 4/8. Et là, pour le calcul, on peut transformer le 4/8 en 1 demi fois 1 demi. Et ça fait quoi 1 demi fois 1 demi? Et ça donne 1/4. Ça donne 1/4. C'est donc la réponse 4. 4. Merci infiniment, Alexandra. Les Miss, je sens qu'il y a de la question là, ça défile. Allez-y, hein, déléguez-moi. Je suis là pour ça. Rachel, est-ce que tu peux peut-être réexpliquer les tout premiers 3 sur 8, 4 sur 8 et 1 sur 8 parce Bien qu'il y sûr. a quelques questions là-dessus, s'il te plaît. Bien sûr. Alors, regardez, vous avez en tout 8 boules. 3 noires, 1 rouge et 4 vertes. La probabilité de tomber sur une boule noire est de 3 divisé par le total qui fait 8. Une probabilité, c'est le nombre d'éléments de A sur le nombre total d'éléments. Donc 3 divisé par 8. La verte, 1, 2, 3, 4 divisé par le total qui fait 8. Et rouge, 1 divisé par le total qui fait 8. Ok? Ensuite, Gaëlle qui me dit, est-ce que c'est obligé de faire un arbre? Moi, personnellement, quand on a des tirages de boules comme ça, je trouve que le mieux pour représenter la situation, c'est de faire un arbre. Alors, quand vous êtes en QCM comme ça, si vous y arrivez autrement, faites autrement. Mais je trouve que le plus simple pour visualiser les choses et surtout pour répondre à la question quand vous êtes devant votre copie, c'est d'illustrer la situation à l'aide d'un arbre. Alors, Lucie qui dit, et si on répond « et », est-ce qu'on multiplie? Le « et », c'est multiplier et le « ou », en général, c'est additionner. Mais il faut faire attention à ce genre de règles parce que ça peut être un peu dangereux. En tout cas, dans un arbre, quand on cherche à faire un chemin complet, c'est toujours de la multiplication. Ça fois ça. Mélissa, je ne veux pas répondre à ta question. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques secondes. Allez, 3 dernières questions, c'est parti. On a encore 3 questions, hein. Donc, on lance la question numéro 9. Alors, il n'y a pas grand-chose qui change là, lauréat, si? Qu'est-ce qui change? On remet pas la boule dans J'ai rien changé. L'urne est la même. 3 boules noires, 1 boule rouge, 4 boules vertes. 2 tirages successifs. Mais là, la nouveauté, c'est que c'est sans remettre la boule. Sans la remettre. Du coup, bah, c'est toujours un arbre, hein. On ne change rien à la méthode. Mais qu'est-ce qui va changer? C'est les probabilités. Pourquoi? Attends, déjà, qu'est-ce qu'on peut éliminer d'office? 2. 2. Pourquoi? Parce qu'une probabilité est toujours inférieure à 1, donc 2, c'est faux. Exactement. Alors là, attention, il y a 2 pièges, hein. Bah, il y avait ce piège-là que c'est sans remettre la première boule. Et le deuxième piège qui est que je vous demande la probabilité de tomber sur 2 boules rouges. Alors attends, regardons. Là, 3/8, 4/8, 1/8. Une fois que j'ai tiré la noire, quelle est la probabilité de retirer une noire? Sachant qu'on ne remet pas. Alors, 2/7. Exactement. On n'a plus que 7 boules. Donc c'est sur 7, sur 7 et sur 7. Là, il y avait 3 boules noires, mais on en a retiré une. Donc regardez ce qui se passe. On en a 2. 2 sur 7. Des vertes, on en a combien? 4. Et rouge? 1. Elle reste là, la petite boule rouge. On a tiré une verte ici. Donc imaginez que vous cachez une verte. Combien il reste de boules?
De boules noires ou un En tout? tout, 7. 7, mais des noirs. 3 sur 7. 3 sur 7, des vertes. 3 sur 7. 3 sur 7 et rouge, 1 sur 7. 1 sur 7. On a tiré une rouge. Ah, on a tiré la rouge. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il nous reste 7 boules. 7 Donc, boules. Combien de euh, noirs? 3 noirs. 3 sur 7. Combien de vertes? 4 sur 7. Et combien de rouges? 0. 0 sur 7. Oui. Donc 0 en fait. Donc en fait, au lieu de mettre 0 sur 7, regardez ce qu'on peut faire. Salut la rouge. On ne peut pas tirer une rouge. Elle a disparu du paquet. Alors ma question était la suivante. Quelle est la probabilité de tomber sur 2 boules rouges? Eh bien quoi? Eh bien, c'est pas. Enfin, on peut pas. C'est Donc, 0. impossible. Donc, je peux voir là-haut, je vois des caméras en haut, et Océane qui m'a fait ça. Et tu as raison, Océane. Il n'y a que Océane que je vois, hein. J'en vois pas beaucoup des caméras, moi. Mais j'ai vu Océane me faire un truc comme ça. Donc, effectivement, la probabilité de tomber sur 2 boules rouges est impossible. C'est ce qu'on appelle l'événement impossible. Et donc, la bonne réponse était la réponse 1. C'est 0, la probabilité. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Et qu'est-ce qu'on On n'oublie est pas, fiers, Auréa? on encadre. On est fiers et on encadre. Merci beaucoup. On passe à la question numéro 10. Bonsoir, Ça va, Marion? ça va et toi? Alors, on est passé de Motus à la roue de la fortune, là. Je me suis amusée hein, quand j'ai fait mes exercices. C'est une blague de Monsieur Romo. Si elle n'est pas drôle, ne m'en voulez pas. Alors, on a une roue qui est divisée en couleurs, bleu, blanc et rouge. La zone blanche a une probabilité de tomber de 0,7 et la zone rouge de 0,2. Quelle est la probabilité de tomber sur la zone bleue? Je t'écoute, Marion. Alors, comme une probabilité, en total, c'est 1. Donc, Exactement. on fait 0,7 plus 0,2, ça fait 0,9. Ouais, Et donc, il manque 0,1, donc 1 dixième. exactement. Donc, 0,9 pour atteindre le 1, qui est le 100% en probabilité. Il nous manquait 0,1, qui est donc 1 dixième. Rachel, il y a Ah. juste une question d'Edwige qui demande pourquoi on n'a pas multiplié 0,7 et 0,2. Parce que la question est, quelle est la probabilité de tomber sur la zone bleue? Donc, regarde, Edwige, on a une roue qui est divisée en 3 parts qui ne sont pas égales, hein, d'ailleurs. Donc, il y en a une qui fait 0,7, c'est-à-dire là, c'est blanc, puisque c'est 0,7, c'est pratiquement plus de la moitié. On en a une autre qui fait 0,2 ici, 0,2 ici et 0,7 ici, qui est rouge. Et la question, c'était quelle est la probabilité qu'on soit bleu. Donc, il nous fallait juste trouver cette partie-là. Ok, donc tu faisais 100%, c'est un camembert, hein, c'est-à-dire 1, moins 0,7, moins 0,2, et ça te donnait la partie bleue. Il n'y avait pas du tout besoin de multiplier, c'était pas la probabilité de tomber sur du blanc et du rouge ou ce genre de choses. Il fallait pas se prendre la tête plus que ça. Ok. Et on passe à la question suivante. Ça va, Clémence? Oui, ça va. Alors, Alors, la bonne réponse, c'était... Attends, avant de me parler de la bonne réponse. On a une série statistique de combien de valeurs là, Clémence? 9 valeurs. 9 valeurs. La première chose à faire, quasiment tout le temps en statistique, c'est quoi? De trier la... De remettre mettre dans dans le l'ordre. bon ordre. Donc le bon ordre, c'est quoi ici? Alors, 3, Oui, 4, oui, 5, oui. Attends, 7, 3, 4, 5, ouais, 7, 10, 10, 12, 12, 14 14. et 25. Et le 17, il est où? 17, pardon, et 25. 17 et 25. 17 et 25. On est passé à des chiffres et des lettres après Motus et... Non, je plaisante. Alors, on a tous ces chiffres-là qui sont alignés dans le bon ordre cette fois-ci. OK? Et on nous demande déjà l'étendue. Comment on fait l'étendue, Clémence? Alors, on soustrait la plus grande valeur Ouais. à la plus petite. La valeur maximum moins la valeur minimum. Ça fait quoi? Ça fait 22.
25 moins 3. 25 moins 3 qui fait 22. Et là, la faute à pas faire, c'était faire quoi? Je sais pas. T'as mis ça, toi, comme bonne réponse? Ah non, non, non. Ah, Je, quelle je était me la suis faute à pas faire? L'énoncé nous disait quoi? Déterminer l'affirmation fausse. fausse. Donc, celle-là est vraie. Donc, Oui. on l'enlève. OK? Ensuite, comment on fait la moyenne? On additionne toutes les valeurs et on divise par l'effectif total. Exactement. Donc là, c'est la seule chose, la moyenne que vous pouvez faire sur la série qui est un peu en bordel. C'est pas grave que ce soit pas mis dans le bon ordre. Donc, on peut additionner tout. Si on additionne tout, donc la moyenne, ça s'écrit x bar. Hein. C'est la somme de toutes les valeurs divisé par l'effectif total. Et ça nous fait combien? Je l'ai pas marqué. Ah, Moi- non, je l'ai plus marqué. Alors, la somme de toutes les valeurs, ça faisait, si on faisait tout ça, 97, divisé par le nombre qui fait 9. Donc, j'ai trouvé environ, à la calculatrice, ça faisait, divisé par 9, 10,777777. Donc, ça fait Oui, combien faisait arrondi à 11 l'unité? Ça faisait 11. Ça nous faisait 11. Donc, ça va pas puisqu'on cherche l'affirmation qui est fausse. La médiane. Comment on fait la médiane? Alors, on trie toutes les valeurs. C'est fait. On divise ensuite l'effectif total par 2. Ouais. Donc là, Donc, vu qu'il y a 9 9 divisé par valeurs, deux. ça en fera combien de chaque côté? Ça en fera 4 de chaque côté. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et du coup, la médiane, c'est ce que j'appelle un peu pour rigoler le koh-lanta, celui qui est tout seul au milieu. Donc là, C'est 10. c'est 10. Et donc, la médiane est 10. La troisième affirmation est vraie. Donc, on la dégage. Et donc, du coup, la seule qui est fausse, c'est laquelle? C'est la dernière, c'est C'est la l'étendue égale dernière. 10. Parce que l'étendue ne vaut pas 10, mais vaut 22. Merci beaucoup, Clémence. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Bye bye tout le monde.